Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. À l'occasion de cette période estivale un peu vide en sortie, je me suis dit qu'il serait sympa de faire une émission chill et de revenir sur les deuxièmes saisons de deux séries dont nous avions déjà parlé l'année dernière. Vous l'aurez deviné, on va aborder The Last of Us et Andor. Si vous aviez manqué ces vidéos, elles sont là, ça me fait plaisir. Je n'ai pas pour habitude de revenir sur des œuvres déjà traitées, mais ça pourrait être intéressant de le faire pour une fois étant donné que 1. Cette saison 2 de The Last of Us est... Voilà, et Andor est terminé, donc on peut en tirer un bilan final. On va aborder tout cela ensemble, mais avant... Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. NordVPN, c'est un outil indispensable pour votre vie en ligne, car il vous permet de surfer sur le net en toute sécurité. Grâce au chiffrement de données, votre position sera masquée en modifiant votre adresse IP. Et vos données de navigation seront chiffrées pour renforcer votre confidentialité. Autre avantage, NordVPN vous permettra aussi de vous connecter comme si vous étiez dans un autre pays et à accéder à des sites qui sont bloqués là où vous êtes. À l'étranger, France TV, MyTF1 ou MyCanal, c'est bloqué. Donc vous pouvez vous connecter comme si vous étiez en France et regarder vos programmes préférés. Perso, ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder des matchs du 15 de France à la plage. Et quand je regarde du rugby, je suis assez expressif. Et vu que j'avais des écouteurs, personne comprenait pourquoi j'étais là à gueuler sur le sable. Je peux vous dire qu'on me regardait bizarrement. Mais pareil quand vous êtes en France, vous vous identifiez aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada, et vous pouvez profiter de contenus exclusifs sur vos plateformes préférées. Comme le dernier Captain America sur Disney+, même si je vous avoue que je vois pas trop pourquoi vous vous infligeriez ça. Mais bon, on n'est pas dans le king shaming ici. Fonctionnalité de protection anti-menace qui vous protège des trackers, des sites malveillants ou des publicités invasives, même si le VPN n'est pas actif. Ça limitera la collecte de vos données à des fins commerciales. Vous pouvez l'installer jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordinateur, tablette, même les Apple TV et Android TV, comme ça, toute la famille en profite. En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com/nexus6, vous pourrez bénéficier d'une offre exclusive. 4 mois offerts sur tous les abonnements de NordVPN de 2 ans. Vous payez l'année en une seule fois, mais ça revient à environ 3 € par mois. Et comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Et maintenant, on retourne à votre émission. Lorsque j'avais parlé de la première saison de The Last of Us, j'avais tiré 2 conclusions principales. La première, c'est que, à histoire égale, le jeu vidéo est une expérience bien plus forte que le fait d'être simplement spectateur. On agit, on vit l'histoire. On est partie prenante, même si le jeu n'offre pas de réel choix en tant que tel. La deuxième, c'était qu'à la suite de ce visionnage, mais aussi du fait d'autres séries produites par cette chaîne, ou ce label plutôt, je sentais qu'HBO était en train de changer d'identité, que la qualité presque constante qui définissait chacune de ses productions commençait à laisser place à une logique de plateforme, davantage orienté vers la production rapide et idéalement moins chère, et surtout d'investir dans des univers déjà connus pour minimiser les risques. Tout cela causant une réelle impression de baisse des ambitions artistiques de la marque aux 3 lettres. Et autant vous dire que cette deuxième saison ne m'a pas du tout donné de raison de revoir mon jugement. Bon, ici on adapte donc le deuxième jeu, et sachez que je fais partie de ceux qui adorent The Last of Us Partie 2. Alors, je sais que certains critiqueront un gameplay qui n'a rien d'incroyable et qui n'est qu'une légère évolution de celui du premier, et pour celles et ceux qui considèrent que le gameplay, justement, est ce qui prime dans le domaine vidéoludique, c'est sûr qu'ils y trouveront à redire. Mais perso, je dois vous avouer un truc, c'est que mon rapport aux jeux vidéo, il est plus orienté vers l'histoire. C'est dû au fait que dans ma vie, j'ai davantage joué à des RPG qu'à autre chose. Bon, pas seulement, et de moins en moins, vu que le JRPG était lentement en train de mourir depuis la fin des années 2010, mais au moins 60% des jeux auxquels j'ai touché dans ma vie étaient des jeux de rôle. Et je prenais surtout plaisir à découvrir le scénario, à explorer, à parler avec des PNJ, plutôt qu'à apprécier les systèmes de combat ou de gestion des personnages. En fait, j'ai copié le rapport que j'ai avec le cinéma dans le domaine vidéoludique, c'est-à-dire mon amour des personnages, de leurs liens, du récit. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas apprécier un bon gameplay, c'est juste que dans mon plaisir, c'est beaucoup moins important. Je préférais toujours un jeu au gameplay simple, voire éculé, mais avec un scénario qui me tabasse la gueule, plutôt qu'un jeu au gameplay incroyable, mais aux personnages nuls et au dialogue mal écrit. Par contre, je comprends parfaitement que ça ne soit pas le cas de tout le monde, Je dirais même que je comprends complètement qu'on me dise que le gameplay doit primer, puisque, après tout, le jeu vidéo, c'est du jeu dans lequel on est actif. Donc l'argument est tout à fait pertinent. Et The Last of Us 2, mais quelle histoire! Nous sommes quelques années après les événements du premier jeu. Ellie et Joel ont trouvé leur rythme dans cette graine de civilisation qu'est la ville de Jackson. Et leur quotidien est rythmé par les patrouilles et les tâches nécessaires à ce type de vie en communauté. Tout semble aller pour le mieux, si ce n'est une espèce de non-dit entre nos deux protagonistes, une ambiance tendue dont on ne connaît pas la nature. Mais un jour, surpris par un blizzard et une horde d'infectés, Joel sauve une femme, Abby. Et bon an mal an, il trouve refuge auprès des compagnons de cette dernière, l'amicale des amateurs de golf de l'état de Washington post-apo. Attention, méga
spoiler. Et il décide de s'entraîner sur notre bon vieux Joel, sous les yeux d'Ellie, qui ne peut rien faire. Pourquoi l'ont-ils tué? On ne sait pas. Et on s'en fout, il ne reste plus qu'une seule chose, la vengeance. Nous partirons donc sur les routes afin de trouver les assassins de notre père de substitution. Il y a tout dans ce jeu. De l'horreur pure, tant dans les relations humaines que dans cette lutte pour la survie, dans un monde envahi d'infectés champignonnesques. Des moments de bonheur, de la jalousie, des sacrifices, de la rédemption. Et puis, je n'en démordrai jamais, la grande idée du jeu. Celle de nous faire jouer ce qui était auparavant nos ennemis à partir de la moitié de l'aventure, afin de nous impliquer émotionnellement dans leur histoire, de nous faire vivre leur point de vue. Ça a été un très grand moment de jeu vidéo pour moi. Surtout que ça n'est pas gratuit, car ça donnera une dimension bien plus profonde à certains combats, notamment au niveau des boss. Non, mais je l'affirmerai toute ma vie, c'est un coup de maître à ce niveau-là. Donc autant vous dire que si j'étais déjà dubitatif au sujet de l'adaptation du premier jeu avec la saison 1, je l'étais encore plus concernant le deuxième, parce que notre implication, elle se jouait justement dans le fait d'incarner les personnages des deux camps, d'agir en leur nom. Dans le cadre d'une série, on n'est que spectateur, et même si l'effet peut fonctionner, après tout, nous montrer plusieurs points de vue, ça se fait aussi en cinéma et en série, et avec brio, des fois. Bah là, encore une fois, comme c'était exactement la même histoire que dans le jeu, à quelques modifications prêtes, mais en enlevant l'aspect d'incarnation du jeu vidéo, bah tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux que accoucher d'un truc qui sera moins bon comme vecteur d'émotion. Et cette deuxième saison n'a fait que me conforter dans mon opinion au sujet de cette série. Cela n'avait aucun sens d'adapter la même histoire. En plus, en apportant des modifications qui soit dérèglent un peu la cohérence qu'elle avait auparavant, soit enlèvent tout effet de surprise, tout en changeant le caractère de certains personnages. Dans le jeu, il y avait une vraie lourdeur dans l'attitude de notre héroïne. Ça n'empêchait pas de petits moments de douceur, mais grosso modo, on sentait sa haine bouillonner en elle. Ici, mais elle s'en fout. Ils ont complètement oublié de rappeler par petites touches le désarroi profond qu'elle ressent. On dirait que cette deuxième saison ne sait pas quoi faire de ses personnages. Il semble qu'Ellie a complètement oublié comment survivre et se débrouiller dans la nature. Dina prend plutôt ce rôle, ce qui n'est pas négatif en soi. Mais merde, Ellie, non seulement elle a fait une école militaire, donc bon, déjà, ça se pose là, mais en plus, elle a passé des mois à survivre avec Joel dans le Wild avant d'arriver à Jackson. Une quête initiatique lors de laquelle elle a appris des choses. C'est même tout le sujet du premier jeu et de la première saison. Donc réduire ses skills à ce point, je comprends pas le move. En plus, ils ont gardé voire accentué certains aspects énervants du personnage. C'est devenu une ado insupportable, tout simplement, alors qu'elle est, jeune adulte et que la vie lui en a foutu plein la gueule. Dans le jeu, le personnage, il est bien mieux écrit. Vraiment, le traitement d'Ellie, il est catastrophique. Et je sais que beaucoup râlent sur la comédienne Bella Ramsey. Bah vous savez quoi? Moi, j'irai pas trop sur ce terrain-là. Parce que qu'elle joue correctement ou pas, je serais bien incapable de le dire vu le niveau d'écriture du personnage qu'on lui propose. Elle ne peut pas faire mieux. Perso, je la connais que de Game of Thrones, dans lequel je l'avais trouvé cool. Donc quand ils ont annoncé qu'elle jouerait Ellie, j'étais juste curieux de voir. Mais si tes dialogues sont kitsch, mal écrits ou en décalage avec la situation... Tada! Et si dans le scénario, ton personnage doit se comporter de telle manière, tu le fais. Un comédien, ça peut proposer des choses, mais au final, il interprète ce qu'on lui dit d'interpréter, et ça détermine beaucoup de choses. Donc le fait que le personnage soit pas bon, pour moi, c'est aussi la faute des showrunners, des scénaristes, des réalisateurs, voire même des monteurs. C'est un peu comme la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises. Faut pas oublier que c'est pas elle qui a choisi cette prise-là. Et elle en a certainement pas fait qu'une seule. Bref, outre Ellie, il y a évidemment plein de choix que j'ai pas compris. Comme le fait de nous balancer dès le début pourquoi Abby tue Joel. Je reviens au jeu, mais dedans, l'effet était bien plus efficace, avec une construction lente, des enjeux en incarnant Ellie. On nous enfermait dans notre haine pour le personnage. On est encore une fois dans une infantilisation des spectateurs. On leur explique tout, on leur fait pas confiance pour comprendre, ou bien pire, on ne fait plus confiance à leur patience, à leur capacité à endurer la frustration de l'inconnu. Remarque, ça, je peux pas leur en vouloir. J'ai le sentiment qu'effectivement, c'était des qualités qui se perdaient à votre époque. Mais c'est sûr que c'est pas en proposant ce genre de scénario prémâché que ça va s'améliorer. Bref, je vais pas en jeter plus, avec cette saison 2, il devient évident qu'il n'y avait absolument aucun intérêt à adapter les jeux The Last of Us. Il aurait été beaucoup plus intéressant d'adapter l'univers. Merde, pourquoi vous avez pas fait ça? Nous proposer une nouvelle histoire, prendre ce risque, quitte à se rater, mais au moins la démarche artistique, elle aurait été honnête, et elle aurait beaucoup moins souffert de la comparaison. Là, et c'est ce que j'avais dit pour la saison 1, on a l'histoire du jeu, en moins bien, et limite, en moins bien joué. Un comble.
Franchement, je me demande s'il vaut pas mieux regarder un mash-up des cinématiques des deux jeux sur YouTube. Et ça ne va clairement pas réduire cette impression qu'on assiste à la lente régression d'HBO, qui commence sincèrement à devenir comme les autres et à proposer des œuvres de plus en plus standardisées. Mais fort heureusement, des fois la vie arrête de te mettre des baffes et il y a des petites surprises. Des œuvres que tu n'attendais pas, mais qui font plaisir. Et c'est clairement le cas avec Andor. Mais quel bonheur! Après une première saison qui m'avait beaucoup plu, même si je m'étais interrogé sur les raisons du succès critique de la série, en la replaçant dans le contexte dans lequel elle avait été produite, soit une époque où le cynisme est roi, où la fantaisie est en perte de vitesse, le constat est là, Andor, c'est super. En fait, dans cet éternel débat qui fait rage entre les fans de la saga Star Wars depuis la sortie de la prélogie, qu'est-ce qui fait Star Wars? Andor donne la meilleure des réponses. Bah on s'en bat les couilles! Tant que c'est bien écrit, bien mis en scène, bien filmé, bien monté, et que les personnages sont bons. C'est le vrai succès de cette série, faire son propre truc. À part la trilogie originelle, évidemment, jamais une itération de la saga de George Lucas n'avait réussi à faire une réelle proposition originale à mon sens. Tony Gilroy, le showrunner de la série, a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais été un fan absolu de Star Wars. Et c'est certainement la meilleure chose qui pouvait arriver à cette saga, prendre de la distance. Et ça consiste pas juste à pas foutre de Jedi et de Skywalker dans ton histoire. C'est plus profond. Ça consiste à être dans une démarche artistique plus libre qui va accoucher de nouvelles références. Parce que, en plus d'une très mauvaise écriture, d'une qualité technique déplorable et d'une mise en scène au ras des pâquerettes, c'est aussi le poids du passé qui empêche la majorité des séries Star Wars d'être correctes. Et quand elles tentent un peu de faire un truc nouveau, c'est dégueulasse. Avec Andor, on veut une planète peuplée de space français? Let's go! L'arc Gorman, il est juste génial. Et malgré tout, ça s'inscrit quand même dans une démarche Star Warsienne, puisque depuis ses origines, la saga a été marquée par les différents conflits du XXe siècle, dont la Seconde Guerre mondiale. Donc s'inspirer de l'ambiance qu'on s'imagine être celle de la résistance française, et la transposer dans cet univers, c'est tout à fait cohérent. Mais la démarche est nouvelle, pas dans l'audiovisuel en général, mais dans Star Wars, oui. Traiter le sujet avec la même gravité que si on était sur une œuvre historique, en explorant toutes les mécaniques qui supposent la montée du totalitarisme, à la fois au niveau systémique, avec la bureaucratie éloignée des effets de ses décisions, mais aussi au niveau individuel, avec tous les sacrifices, les drames et les erreurs que cela suppose. C'est quelque chose que l'on a vu uniquement dans Andor. C'est trop bien. Et ce qui accentue la qualité de la chose, c'est aussi l'impression de sérieux qui en émane. L'implication. On crée une langue qui sonne française. On s'inspire de marqueurs culturels français mais aussi européens en les adaptant à un monde futuriste et on prend des comédiens du cru qui ont de vrais putains de gueule. Ça marche. Pourtant, ça aurait pu ne parler et ne plaire qu'aux Français de votre époque. Mais il semble que ça ait plu à tout le monde, indépendamment de leur culture. Et ça prouve bien que ça a réussi à toucher quelque chose de profond avec ce récit de rébellion face au fascisme. Mais outre la partie Gorman, tous les autres arcs sont trop bien. Il n'y a guère que la partie où Cassian est bloqué sur Yavin 4 au début, qui est un peu longuette. Et encore, ils en font un truc pas mal avec cette scission au sein du groupe de résistants qui accouche d'une situation inextricable. Mais sinon, la relation entre Clea et Luthen, les parcours de chaque personnage et leurs expériences personnelles, on a envie de voir ce que l'avenir leur réserve. Il y a des super personnages secondaires, voire tertiaires, avec lesquels la série, même en peu de temps d'écran, arrive à dire beaucoup de choses. L'arc de Mon Mothma, mais c'est tellement agréable. Il concentre à lui seul tout ce qui définit Andor. La variété, avec une première partie consacrée au mariage de sa fille, qui déjà parle de plein d'aspects. La confrontation entre la tradition et la volonté de changement. Tout ça dans le contexte d'une société totalitaire notamment. Puis on a toute une partie où elle est confrontée à son engagement dans la rébellion, jusqu'où elle est prête à aller. Et enfin, le grand sacrifice, celui de sa vie privée, de sa famille et de tous les privilèges qui vont avec. D'ailleurs, c'est une des petites déceptions que j'ai, sa relation avec sa famille après le focus qu'on fait dessus au début, il est complètement mis de côté vers la fin. Notamment après qu'elle ait fait son coming out révolutionnaire devant le Sénat impérial. Ça aurait été pas mal d'avoir une confrontation avec son mari, ou sa fille, ou les deux, hein. Parce que vu que leur relation était souvent complexe, je pense que ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Mais c'est aussi dans la proposition artistique au sens large que cet arc définit l'identité de la série, particulièrement avec une scène, celle de la fête du mariage. Je vous l'ai peut-être jamais dit, mais perso, je déteste les comédies musicales. Non, c'est plus complexe. En fait, je déteste quand les moments musicaux ne sont pas intradiégétiques. Genre les personnages sont à table, et d'un coup t'en as un qui se met à gueuler « Passe-moi le sel !» Et ça se met à chanter et à danser sans raison. Ça me sort complètement du truc, je comprends pas. Par contre, j'adore les séquences musicales marquantes qui ont du sens et qui s'intègrent à l'histoire. Comme vous le savez, je suis tombé amoureux de Cowboy Bebop grâce à une séquence musicale stylistique. Et sinon, en intradiégétique, c'est pas de la SF, mais pour vous en citer juste deux, il y a la scène du banjo au début de Délivrance de John Borman et la scène du bal en patin à roulettes de La Porte du Paradis de Cimino. Elles sont incroyables. Regardez ces films, et ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre.
Non seulement musicalement ces séquences sont magnifiques, mais en plus elles ont du sens dans le récit. Dans Délivrance, c'est le calme avant la tempête, la joie avant l'horreur, et c'est pareil dans La Porte du Paradis d'ailleurs. Et c'est exactement la même dans Andor, avec ce droïde DJ funky qui nous accède un tube électro chelou hyper accrocheur, qui installe une ambiance festive alors que tout s'effondre. Mon Mothma qui comprend qu'elle va devoir sacrifier son ami d'enfance, alors qu'elle vient de perdre symboliquement sa fille. Et en parallèle, on nous montre nos amis de Ferrix qui doivent faire face aux pires horreurs de la guerre. Des expériences différentes, mais liées aux deux extrémités du spectre de l'engagement révolutionnaire. Rythmée par la musique, cette scène offre un moment rare. Un moment où non seulement on nous propose une nouvelle culture dans le lore avec ses us et coutumes, ses rituels de danse, mais aussi où transparaît l'humanité des personnages. Mon Mothma qui se jette sur la piste sans relâche pour exorciser ses démons, sa détresse. C'est si vrai. Et ce plan. Un moment fugace. Son mari qui semble se rendre compte que quelque chose ne va pas. Juste avec cette petite hésitation. On ressent tout, c'est simple, c'est efficace. On comprend instantanément les choses. On n'y reviendra pas, car il n'y a plus rien à dire. C'est magistral. Dans Andor, on nous montre clairement que la lutte laisse des marques, des fois indélébiles, condamnant certainement celles et ceux qui les portent à une vie difficile, même lorsque la guerre sera terminée. Tout du moins, pour celles et ceux qui vivront jusque-là. À ce sujet, qu'est-ce que j'aime le personnage de Saw Gerrera. Et j'ai toujours adoré son interprète, Forest Whitaker. J'aurais tellement aimé qu'il soit davantage présent. Cet engagement total, jusqu'à la folie, ça me parle énormément. Je suis vraiment dégoûté, puisque au vu de son sort dans Rogue One, il y a peu de chances qu'on le revoie un jour. Un petit gâchis de la part de Disney pour le coup, il aurait mérité mieux. Bravo! J'ai rien d'autre à dire. Enfin, il y a toujours des choses à redire, vous me connaissez, mais pour une fois, j'en ai pas envie. Merci Andor, qui rend presque Rogue One trop doux en comparaison. Si seulement Disney pouvait s'inspirer de cette démarche pour tout le reste, ça serait pas mal. Comme Square Enix qui devrait s'inspirer de Clair Obscur Expédition 33 pour les prochains Final Fantasy. Mais bon, je divague. Quoique, je me dis qu'on pourrait peut-être en parler bientôt. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Pour les donateurs du Kiss Kiss Bang Bang qui doivent recevoir des contreparties physiques, dernier rappel, n'oubliez pas de répondre aux mails que l'on vous a envoyés afin de mettre à jour vos coordonnées postales. Fin août, tout sera parti, et on veut vraiment que tout se passe pour le mieux dans la réception de vos colis. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, je le répète, c'est très important pour le référencement des vidéos aujourd'hui. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus, et bienvenue dans l'équipage. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, si vous estimez que notre vaisseau doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.